strength and resilience of my family. We're sending a message to Sam Muchnick and every other territory out there in the NWA. WCCW is the best in the business. The Von Erichs are the best in the business. And we're coming for y'all. Wow, Fritz, calling out the man who runs the NWA on air by name, that's a bold and unprecedented move. It's necessary, Bill, because I will make it my life's work to see to it that David Von Erich will be the next NWA World Heavyweight Champion. And then each and every one of my sons, starting with Kevin, then Kerry, then Mike. All one day will lift that World Heavyweight title belt because the Von Erichs are and will forever be the greatest family in the history of wrestling. Congratulations, boys. Sure he doesn't mean me first. Pop doesn't make mistakes like that. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of Bubba Mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 22. Cette semaine, émission Déluge, rapporteur de guerre et faire corps. On ne savait pas pourquoi on vivait, on ne savait pas à quoi on servait. Maintenant, on le sait. Nos yeux ne sont faits que pour regarder, nos lèvres ne servent qu'à offrir des baisers, nos oreilles à compter les battements du cœur et nos mains à saisir et garder la chaleur. Bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, via cette citation légèrement reformulée d'une chanson de Dalida. Donc nous allons parler du documentaire actuellement dans la course aux Oscars, 20 jours à Mariupol de Matislav Chervov. Ensuite, nous parlerons de The Iron Claw de Sean Durkin et enfin de A Man de Kei Ishikawa. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Mais il y a également avec nous à la fois en parole et à la mise en son de cette émission, le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir, et ça s'entend. Ça s'entend, mais rassurons-nous, ce n'est que le début, ensuite tout va bien se passer, n'est-ce bien pas, sûr, évidemment. N'est-ce pas aucun pain à prévoir. Non. Alors que de pain, il en sera question donc dans cette émission et de violence dans divers rapports, mais globalement pas vraiment pour rigoler. Hein. Mais donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas local pour commencer. Thibaut, vos commentaires sur les performances du Stade Rennais Football Club de la semaine passée? Excellente. Voilà, malgré le 3-0 contre Milan, néanmoins beau match quand même, oui. Mais bon, c'est quand même Milan, qu'est-ce que tu veux faire écoute, voilà. Quand Raphaël Leao a décidé, Raphaël Leao décide. Voilà, mais nous avons quand même toujours quelques problèmes de défense, on peut le dire. Voilà. C'est compact, il faut marquer les joueurs. Et la victoire ce week-end qui fait plaisir. Logique en même temps. Mais oui, mais ça fait toujours plaisir. Et je tiens à signaler que pour sa première course, Romain Bardet a déjà fait un podium. Voilà. En cyclisme. En cyclisme, voilà. Nous lors passons, de la classique VAR. Nous passons d'un sport à l'autre, comme on dit, nous passons de la coque à la lane. Voilà, c'est ça. Merci. Votre pronostic pour le match de jeudi, un petit 4-0 pour nous. Ouais, non, ça va être 2-1. 2-1 pour Rennes. Ouais, ça va être, mais bon, ça ne suffira pas. Non.
Vous serez au stade Et non, je travaille à saloperie malheureux. d'horaire tout pourri. Oh là 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 là. UEFA Mafia. 18h45 en même temps, qu'est-ce que c'est que ces horaires de Bah match? non. 21h, ça c'est quand même bien plus J'ai respectable. déjà charrette pour venir à l'émission, alors en plus pour aller au stade, au Rosen Park. laisse À tomber. l'autre bout de la ville. Ah ouais, non, ça va pas être possible. Malheureux. Mais bon, pour ceux qui n'auraient pas, qui n'aimeraient pas le Stade Rennais Football Club ou le football de manière générale, comme par exemple au hasard le Dr Erwan qui sont contre fous. Oui, j'ai déjà fait, ça fait déjà 30 secondes que j'écoute plus. Donc, autre information locale et rennaise, puisque donc commence ce soir le festival Travelling dans la métropole rennaise, donc à la fois dans Rennes, mais aussi dans les villes alentours. Dans les Donc, territoires. Dans les territoires, effectivement. Si vous avez l'audace de passer le périph', il y a même des projections qui sont organisées. Donc, jusqu'à mardi soir prochain, donc le 27, dont la ville focus ou ville invitée, on peut dire, est donc Taipei, la capitale de Taïwan, que Erwan connaît très bien puisqu'il est déjà allé en vacances là-bas. Oui, je connais un peu, ouais. Voilà, pour J'ai un peu parcouru. juste pour contrer. Pas par cœur non plus. Hein. Mais bon, il avait fait ça bien évidemment juste pour contrer le pouvoir politique en Chine contre lequel il est férocement engagé. Bien sûr, depuis des années. Au sein de multiples associations, d'une myriade d'associations. Exactement. D'ailleurs, Erwan, vous serez mobilisé durant ce festival Travelling pour présenter quelques films. Oui, notamment des King Wu, notamment A Touch of Zen, que je présenterai à Guichin le dimanche 25 et à Rennes, à l'Arvor, le mardi 27 à 19h30. Voilà, exactement. Donc de toute façon... Mais je serai moins long que le film. Oui, voilà. Oui, moins de 3 heures, c'est bien aimable à vous. Mais voilà, donc de toute façon, il y aura plein... outre les films taïwanais, il y a aussi bien sûr plein d'autres sélections, quelques avant-premières, des films locaux, des courts-métrages, voilà, des projections. Et il y aura un plateau donc de syllabes vendredi prochain dans le cadre de l'inattendu en direct du festival auquel j'ai été convié. Donc vous pourrez m'entendre pérorer et dire je pense à peu près n'importe quoi sur le film de Sabre à Taïwan. Donc voilà. Ouais, mais Taïwan, grand pays de tournage pour les décors naturels. Notamment. Exactement. C'est exactement ce que je comptais dire. Donc essaye de pas me spoiler, de m'écrire toutes mes cartouches. D'accord, ok, je dis plus rien. Je me tais. Donc voilà. Donc pendant une semaine, le festival Travelling, nous pourrons peut-être nous y croiser et deviser gaiement. Mais il y a aussi plusieurs sorties nationales, dont plein de choses qui vont probablement pas beaucoup nous intéresser. Il y a Une vie avec Anthony Hopkins qui se rappelle sa jeunesse quand il sauvait des jeunes juifs dans le ghetto. Toujours dans les bons feel-good movies. Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, c'est soit vraiment genre des panouilles d'action à la con comme Transformers 5, soit des films où genre il joue un vieux triste et c'est pas facile. Ouais, mais j'aime bien Anthony Hopkins. Moi, je trouve que sa fin de carrière est plutôt tout à fait honorable. Je trouve, même si effectivement, tu vois, c'est plus honorable que celle de Thierry Lhermitte, par exemple. Ouais. Je trouve qu'il joue mieux les retraités, quoi. Voilà, tu vois, oui. Ah oui, mais est-ce que Anthony Hopkins a joué dans Joyeuse Retraite 1 et 2 avec Michel Larocque? Non, pas du tout. Non. Il s'est pas encore lancé dans les films de... Et peut-être un équivalent britannique ou américain bientôt, un remake peut-être. Voilà, avec Robert De Niro, vu qu'il fait n'importe quoi. Voilà, avec Robert De Niro et Anthony Hopkins, ce sera un bon duo d'ailleurs. Très bien, oui. Ce serait un bon duo. Exactement. Sinon, il y a le successeur, le nouveau film du réalisateur de Jusqu'à la garde, Xavier Legrand, avec Marc-André Grondin. Ça m'intriguait, puis après, l'abondance a commencé, et là, ils se sont mis à parler avec un accent québécois. Je me suis dit... désolé si nous avons des camarades québécois nous filent. Tu es victime d'un biais linguistique là. Non mais exactement, mais tout à fait. Parce que moi j'ai absolument rien contre l'accent québécois. On m'avait recommandé en fin d'année dernière un film québécois qui s'appelait Simple comme Sylvain, qui apparemment était très très chouette, et pareil dans la bande-annonce ils se sont mis à déclamer des mots d'amour en québécois. J'ai eu comme un pouffement de... Arrête, on va avoir des protestations. De faire de la québécophobie. En général, j'ai pas de problème avec les accents, c'est juste l'accent québécois. C'est peut-être Isabelle Boulet qui me revient en tête, ou je sais pas, mais ça me... Néanmoins, Jusqu'à la garde était super. Et c'était un excellent film, effectivement. Donc ça a l'air quand même intriguant. Sinon, il y a un film qui s'appelle Au fil des saisons avec Catherine Deneuve. Aucune idée de quoi ça parle. Voilà, c'est Catherine Deneuve, je pense, essentiellement. Voilà. Vraisemblablement, ça sera encore un métafilm sur Catherine Deneuve. Il y a un documentaire qui est passé sur Arte le mois dernier qui sort en salle. Demain, s'appelle Bye Bye Tibériade. Ça promet encore du gros fun. Ça part de la Palestine, des gens qui sont morts, des familles qui sont séparées. Ça, c'est...
C'est pile dans la bonne rigolade. Sinon, il y a Les Chèvres de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commander. Qui est un remake de La Chèvre, je suppose. Non, pas du tout. C'est sur Danny Boone, un avocat genre en 1700 et des Berrouettes qui se retrouve à défendre une chèvre accusée de meurtre. À noter qu'il y a un drapeau du Stade Rennais, parce que l'image a déjà fuité, dans une église. Voilà, exactement, parce que Fred Cavaillé, en bon supporter du Stade Rennais Football Club, essaye de mettre une référence au Stade Rennais dans tous ses films. Oui. Sachant que son prochain film sera donc une nouvelle version des Misérables avec Vincent Lindon. Bon courage pour le faire. Peut-être un drapeau. Ah ouais, puis Vincent Lindon, là. Dans le rôle de Valjean. Peut-être un drapeau rouge et noir sur les barricades. Notre futur président, c'est ça? Exactement, notre futur président, d'après le portrait dans Le Monde de ce week-end. Oh là là. Ah oui, ça promet. Une catastrophe. Donc voilà les chèvres Fred Cavaillé qui n'en finit plus de tomber dans les tréfonds de la comédie bien de chez nous. Oui, alors que le premier film était des polars. Metteur en scène d'action extrêmement compétent, ultra efficace, mais bon, sec et raide comme la justice. Danny Boone et Gilles Lelouch, ça permet plus de payer le loyer que faire des polars, visiblement. Sinon, il y a une comédie avec, ça a l'air d'être une comédie avec Émilie Dequesne et Max Boublil qui s'appelle Le Double Foyer, sur un couple qui font appartements séparés depuis des années, et un jour, ils décident que finalement, peut-être qu'ils pourraient faire une maison commune. Bref. Voilà. Ok. Sinon, on continue dans la comédie puisque c'est le Star Wars Picard, l'Empire de Bruno Dumont qui sort. Voilà, un film de SF en Picardie avec les mêmes persos que dans Petit Quinquin avec Bruno Dumont, tout ça, Camille Cotin. D'accord. Voilà. Si vous voulez, moi, Dumont, j'ai arrêté justement après Petit Quinquin, après notre émission légendaire. Notre émission polémique. Exactement, sur le film. Sinon, ça c'est pour moi, ça m'a l'air un peu daubé du cul, mais c'est du Gardien de Chine porn, donc évidemment, j'irai le voir. C'est Les Derniers Hommes. Ouais. Voilà. Qui a l'air d'une espèce de. On dirait, je me suis dit, tiens, Schundorfer sort de ce corps. Mais bon, sort de ce film, Schundorfer. C'est produit par Jacques Perrin en plus, tu vois. Doublement Schundorfer. Alors qu'il est mort il y a 2 ans. Mais c'est ce que je me suis dit aussi, mais il est pas mort, Jacques Perrin. Et non, écoute, la mort n'arrête pas le cinéma. Je vois ça. Donc voilà, vous voyez, ça a l'air du Schundorfer type, mais bon, par acquis de conscience, voilà, j'irai voir bien évidemment. Et sinon, il y a son premier film de l'année, en attendant les autres, donc World Cup, le nouveau film de Hang Sang-soo. D'accord, donc le premier des 4 ou 5 qui tournent. D'après Simon L'Ancien, quand il était là la dernière fois, il disait qu'il y en avait 4 de prévus, 4 en tout cas qui étaient déjà finis, donc... En même temps, comme il tourne, genre en bas de chez lui, au bistrot en bas de chez lui, essentiellement. C'est un garçon qui a bien raison. En tout cas, je pense que son bilan carbone est très bon. Exactement, c'est vrai. Exactement. Donc voilà, ce sont les sorties. De toute façon, on ne fera pas d'émission en direct. La semaine prochaine, ce sera mixtape puisque les troupes sont mobilisées ailleurs. Enfin, une petite pause de bienvenue avant de revenir. Et donc, nous ne parlerons vraisemblablement pas de tous ces films, mais d'autres choses qui seront probablement bien mieux. On va passer à la section critique de cette émission. Et là, clairement, fini la bonne humeur, et donc on va parler de Bombardement. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les fabuleux, les formidables sélecteurs avec Bomb Scare. Et donc de bombes, il va en être malheureusement beaucoup question dans le film dont nous allons parler dès à présent. 20 jours à Mariupol de Mislav Chervov, qui a gagné récemment le BAFTA du meilleur documentaire et qui est actuellement dans la course aux Oscars aussi pour être le meilleur documentaire de l'année passée. Et donc Thibaut... Oui, juste pour signaler qu'on parle d'un film qui sort sur la plateforme de France TV demain. Et il sera diffusé sur France 5 le 25 février à 22h15. Voilà. Donc voilà, merci Thibaut. Donc effectivement, un film qui m'avait été chaudement recommandé par notre camarade Jules Topoc, toujours dans les bons coups de la bonne humeur, qui un matin m'envoie un message à 9h. J'ai vu ce film, c'est formidable, je vais être en dépression pendant 2 semaines, je te l'envoie tout de suite. Alors effectivement, Jules n'avait pas menti parce que c'est un film... dramatique, terrifiant et bouleversant qui pose beaucoup de questions en termes de représentation, en termes de déontologie journalistique et en termes de monstration des horreurs de la guerre, puisque donc le film raconte l'histoire de 2 photoreporters, donc Mislav Chervov et Eugénie Malaklovka, qui, 1 heure avant le début de l'assaut des troupes russes sur la ville de Mariupol en Ukraine le 22 février 2022, en fait, arrivent dans la ville. Et donc 1 heure après, le bombardement commence et ils sont parmi les seuls journalistes à être présents en ville. Et donc ils vont vivre pendant 20 jours sous un déluge de bombes presque constant. Et donc on va...
On va suivre ces deux reporters pendant les 20 jours et à peu près 1h20 que dure le film. 1h37. 1h37, oui, pardon, je confonds. Et donc, on va suivre en fait le quotidien d'une ville assiégée par une armée à l'époque, l'on pense en tout cas surpuissante, en tout cas clairement au début de la guerre, avec une puissance de feu absolument indécente et comme un déluge de feu qu'une ville européenne n'aura pas connu depuis l'assaut justement des troupes russes sur la Tchétchénie en 1999 avec l'assaut sur Grozny, et avant ça bien évidemment le spectre de la guerre des Balkans et notamment du siège de Sarajevo entre 92 et 94. 1000 jours, Sarajevo. Voilà, 1000 jours, le plus long siège de l'ère moderne, donc quand même presque 4 ans. Et donc le film nous intéresse, je pense, à plus d'un titre, à la fois pour dire la question du témoignage historique à un instant T que le film représente, et aussi la question de la forme documentaire et de la manière de représenter la guerre. Moi, je sais que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, notamment par le prisme et les interventions de beaucoup de photoreporters et de reporters de guerre durant ces dernières années. Il y a notamment un photoreporter français qu'on a énormément parlé et qui a beaucoup fait pour la reconnaissance du métier, qui est Patrick Chauvel, qui donc est sur le théâtre des opérations depuis la guerre des 6 jours en 1967 ou 68, je crois, et qui depuis n'a eu de cesse sur plus d'une cinquantaine de conflits et par le prisme de plusieurs films, de plusieurs livres, justement de questionner son travail et on va dire la valeur des images qu'ils prennent et qu'ils essayent de voir au monde, afin qu'on ne puisse plus dire on ne pouvait pas savoir, au contraire, parce que montrer l'horreur la plus crue mais avec, on va dire, le point de vue du photoreporter permet, et bien sûr toujours en contextualisant les images, parce qu'on sait qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une image, notamment une image violente hors contexte. Et justement, je trouve que le film de Chervoff invite aussi justement à re-questionner, de voir notre propre positionnement face au déferlement d'images violentes diverses et variées, que ce soit la guerre en Ukraine ou depuis le mois d'octobre l'assaut des troupes israéliennes sur la bande de Gaza, notamment suite aux attentats du Hamas contre Israël, donc le 7 octobre dernier. Et donc toutes ces questions-là, je trouve, sont très bien mises en valeur et représentées donc dans 20 jours à Mariupol, où à la fois donc on est avec les deux reporters dans la ville pendant 20 jours, mais aussi au plus près de la population, et de voir au quotidien un peu la violence d'une guerre massive contre une population et contre les civils surtout, parce que là ce ne sont pas des forces militaires qui sont prises d'assaut, mais une ville avec presque uniquement des civils. Thibaut. Oui, film pas facile. Film pas facile. Alors, on est clairement dans une longue tradition du documentaire et de la photographie et de la photographie de guerre. Donc là, il y a rien de nouveau. Une tradition, on va dire, qui remonte quasiment, on va dire, à la guerre d'Espagne, avec les photos de Capa et ce genre de choses. Dans la même tradition, on va dire. C'est ça, et en effet, on est plongé dans Mariupol, mais au-delà du choc des images qui sont absolument terrifiantes, qui sont ultra badantes, et c'est lié aussi également au fait que il n'y a pas d'autocensure de la part des caméramans, c'est-à-dire qu'on va nous montrer vraiment... C'est un peu flouté quand même à certains moments. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a de la tripaille et tout ça. On devine aisément les choses, et on va vraiment au cœur de ce que c'est que l'atrocité de la guerre. Mais au-delà des images, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est, comme tu le disais, la réflexion qu'il a au travers de sa voix off. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on est sur... une caméra, voilà, donc une caméra ultra légère à l'épaule. Faut pas se faire avoir, faut pas se faire shooter. Il faut être très mobile. Il faut être très mobile. Donc voilà, on est dans une stratégie de combat. Hein. C'est tout l'inverse de Jean-Charles Hue auquel on avait
qu'on avait discuté la Là, semaine on va dire c'est vraiment une stratégie dernière. C'est tout l'inverse. de survie de guérilla face à une armée qui est très organisée. Mais pour autant, on n'est pas non plus dans une espèce de war porn où en fait on aurait des images qui seraient livrées à nos yeux et ça serait à nous spectateurs d'en tirer les conséquences, d'en tirer les interprétations. Il me semble que le réalisateur a conscience qu'on est à l'ère des images qui peuvent trafiquer, qu'on est à l'ère de la fake news, et du coup, il agrémente ça, il contextualise énormément. Il contextualise autant la ville de Mariupol, autant les civils, et il leur pose la question, qu'est-ce que tu fais, ta maison elle est où, comment tu t'appelles, et il contextualise également sa démarche. Et ça, je trouve que c'est extrêmement sain de sa part, pour pas qu'on tombe dans les fake news. Et puis, de ci, de là, il va émettre des questionnements. Voilà, parce qu'il y a des images d'archives, des images télévisuelles notamment, qui sont diffusées. Des fois, ce sont ses propres images. Donc là, il y a une espèce de mise en abîme qui est assez fascinante. Parce que lui-même est un reporter depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais il y a aussi le point de vue russe. Il le dit. Il y a le contre-champ. De temps en temps, il y a le contre-champ du point de vue russe. Et là, on se dit voilà. Et il pose la question de la fake news, littéralement. Donc là, c'est c'est passionnant. Des guerres de l'information. Oui. Et mais moi, le truc le plus badant au-delà des images, c'est qu'il n'y a pas une once d'optimisme dans ce film-là. Il y a alors autant dans les. Moi, je me souviens, alors petit point de vue perso, mais je me souviens avoir vu des films, notamment à Sarajevo, dans un musée de Sarajevo, où il y avait des documentaires. Il y avait un documentaire qui m'a marqué, là, le titre m'échappe, mais il y a un documentaire qui est marqué, mais il y avait de la vie, il y avait quelque chose. Tu sentais des regards qui tendaient vers de l'optimisme, même si on savait que c'était le carnage complet, mais il y avait quelque chose. Ici, il n'y a rien du tout. Il y a de la destruction physique, il y a de la destruction mentale, il y a de la destruction urbaine. C'est absolument terrifiant. D'autant que le siège de Mariupol, là, c'est sur un temps court, alors que c'est vrai que Sarajevo, ça avait duré 4 ans, et dans beaucoup de docs sur la ville, ou bien le reportage, tout ça, notamment les docs de Rémi Ourdan, qui est resté durant tout le siège là-bas, il y avait au fur et à mesure, malgré les bombes, malgré une vie qui s'organisait. Voilà, une vie avec des rave parties, avec des concerts, et donc malgré les tirs de sniper qui étaient constants jusque dans les maisons, il y avait une genre de vie entre guillemets normale qui pouvait peu à peu reprendre sa vie dans un contexte particulier. Alors qu'ici, il n'y a absolument pas ça. Parce que c'est les 20 premiers jours et que c'est lié à l'amplitude temporelle en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le moment de la sidération quoi, pour les gens qui vivent là quoi, et du deuil impossible. Enfin voilà, on est vraiment dans des trucs, des émotions tellement violentes voilà, qu'il n'y a pas possibilité d'imaginer autre chose que... Et c'est vrai qu'il y a des personnages, moi dans le film, il y a un personnage qui parle de l'enfer et il y a vraiment moi j'ai vraiment ce sentiment-là, quoi. C'est-à-dire que ça nous rappelle quand même ce que c'est qu'une guerre quand on est un civil, hein. C'est que c'est pas juste des petites couleurs sur une carte et des petits points, c'est des gens au bout d'un moment quoi, qui perdent leur maison, qui perdent leur famille, qui perdent leurs gamins, qui essayent de sauver leurs animaux, parce qu'il y a ça aussi, un truc assez présent d'ailleurs dans le film, le rapport aux animaux, ce que moi j'ai apprécié justement, parce que généralement les animaux c'est un peu comme avec les grandes catastrophes, hein, les humains c'est important, puis les animaux on n'en a rien à battre, alors que on voit bien que le traumatisme il est à la fois chez les humains, il existe également chez leurs compagnons à quatre pattes quoi. Donc voilà, et justement s'il y a peut-être pas d'espoir, mais justement s'il y a de la vie, c'est justement, alors c'est marrant, hein, je sais pas pourquoi j'ai vraiment porté mon attention là-dessus. En fait, s'il y a de la vie, c'est parce qu'il c'est parce qu'il y a toujours des animaux en fait. Et en fait, si vous regardez bien le documentaire, il y a toujours des oiseaux dans le ciel qui évidemment se passent leur temps à s'envoler à chaque explosion. Et je me souviens, au tout début, il y a un plan. Alors, je sais pas si c'est au tout début ou si c'est parce qu'en fait, moi, je l'ai vu la version, mais avec la pub Frontline avant. Oui. Donc, je sais plus si c'est dans la pub ou voilà. Et en fait, il y a un moment où ils observent les tanks russes depuis le sommet de l'hôpital. Et il y a 2 bus comme ça qui sont un peu en travers de la route et les tanks qui rentrent dedans. Et il y a une petite bestiole, je crois que c'est un chien qui passe et puis qui va se... tranquillou, quoi, tu vois, qui passe et qui va se réfugier. Qui traverse la rue. Voilà, qui va se réfugier plus loin. Donc comme quoi, tu vois, je veux dire, la survie, quelque part, il y a cette... Enfin, je pense que c'est pas du tout volontaire, hein, mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir cette espèce d'analogie entre la survie animale et puis la survie humaine, quoi, où là, quelque part, on est tous à égalité.
justement même dans nos réactions, qui deviennent des réactions animales en fait, c'est-à-dire qu'on voit des scènes de vol, on voit des scènes de pillage, parce que les gens ont peur tout simplement, c'est même pas par criminalité plus que ça, c'est que par survie, par réflexe de survie. Et effectivement, et alors ça c'est toujours bizarre à dire, hein, mais l'armée ukrainienne qui tente ce qu'elle peut quoi, pour maintenir un semblant de stabilité de l'État en fait, quoi, et qui a l'air d'être toute seule. Alors on imagine bien qu'il y a un commandement derrière, hein, mais c'est vrai que tu te dis en fait, enfin c'est assez fort hein, d'ailleurs moi je trouve dans le film, c'est que tu te dis dans ce genre de situation là, t'as beau être antimilitariste, t'es un peu dépendant de comment vont agir les militaires justement quoi. Et alors ce que voit en tout cas le réalisateur, c'est pas des militaires qui pillent, qui volent ou qui brutalisent, hein, c'est même s'ils sont pas cool hein, avec les pilleurs et tout ça, hein, mais c'est ceux qu'on voit en fait sont plutôt des militaires dont les émotions se lisent sur leur visage, donc avec un caractère humain, alors que justement ceux qu'on ne voit pas, les Russes, eux sont totalement se déshumanisent eux-mêmes par leur refus d'aller combattre sur le terrain directement, puisqu'on n'en voit aucun. On voit leurs bombes, on voit les effets de leurs explosifs, on voit les effets de leur propagande, mais on ne voit aucun Russe dans le film. Ça c'est assez étonnant, moi je trouve. Thibaut. Après quand il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que la fin du film, le réalisateur, bon, je sais pas si c'est du spoil ou comme ça, de toute façon, Pas on spoil dans un genre ouais, de truc, mais... il arrive à ressortir via un corridor de la Croix-Rouge. Et quand je parlais de contextualisation, de sa propre réflexion sur les images, il dit voilà, faire un film là, c'est donc essentiel parce que témoignage, parce que c'est un appel, du coup ça va permettre un appel à l'aide à la communauté internationale, une résonance mais il y a aussi internationale. le questionnement intime. Je suis en train de faire une image, mais j'arrive à me barrer. Est-ce que je suis lâche? Est-ce que j'ai fait mon boulot? Est-ce que je suis lâche? Est-ce que je manque de courage? Est-ce que je dois rester? Ou est-ce que j'ai été trop courageux? Est-ce que j'ai été complètement taré d'y aller? Sachant que voilà, il y a toute une introspection intime, sachant qu'il convoque sa famille, il convoque sa femme, ses 2 filles, et il convoque sa famille au travers de plans. Et puis cette main dans le sable, enfin, elle arrive 2 fois, et c'est une image qui est très marquante parce que c'est une espèce d'image mentale qui apparaît au cœur de l'horreur, et tu te dis, il y a le trouble, on a beaucoup parlé dernièrement du trouble, et il y a ce trouble intime inhérent aux réalisateurs de documentaires, a fortiori de documentaires de guerre, qui arrive, et ce questionnement-là, finalement, et je trouve qu'il est assez rare dans le cinéma documentaire, dans le cinéma même en général, c'est j'ai fait une image, alors je la donne au monde, j'arrive à la donner au monde, mais moi, dans mon intime, dans mon fort intérieur, qu'est-ce que je fais à la fin? Qu'est-ce que je fais ensuite? Je dois y aller parce que j'ai une famille, mais putain, derrière, il y a du monde que je dois capter, que je dois aider. Et c'est rien du tout, au final, c'est 2 lignes de dialogue, 2 lignes de voix qui passent par là. Mais c'est les réflexions en fait, du réalisateur sont d'une telle puissance. La question du reporter et de son rapport. Souffle. C'est vraiment ça qui souffle en fait, plus que les bombes russes. C'est tout son questionnement intime qui souffle le spectateur et qui est bouleversant, plus de la situation de Mariupol et des civils. C'est la question en fait qu'ont beaucoup de documentaristes et beaucoup de reporters de guerre justement sur leur propre positionnement dans un conflit, à la fois aller voir les belligérants des 2 côtés, de savoir comment est-ce que tu te places, où est le curseur moral si jamais il y en a un donc dans une guerre, et en fait toi quelle est la place du reporter en train de filmer et presque profiter finalement d'un monde qui est en train de s'effondrer. C'est quelque chose que là dans ce cas-là c'est son monde à lui aussi. Oui. C'est ça aussi qui, je pense, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est pas un envoyé spécial d'ailleurs en fait, c'est quelqu'un qui documente son pays depuis longtemps. Mais c'est quelque chose, et tu qui vois, voit la fin de quelque chose. Alors il est associé à l'Associated Press. Il bosse pour. Mais c'est quelque chose qui avait beaucoup fait donc Paul Marchand, le reporter, notamment qui avait couvert le conflit à Sarajevo et qui avait écrit après le livre. Sympathie pour le diable, qui a donné un excellent film de Guillaume de Fontenay il y a 4 ans, qui là aussi repose en fictionnalisant
les mêmes questions sur la morale et la place du reporter. Et est-ce que lui, il peut se mettre en scène? Est-ce qu'il n'est pas aussi finalement, par le prisme de ses images et puis de ses mots, comme un profiteur de guerre, parce qu'il va essayer de profiter finalement de la violence et de la destruction, tout en voulant témoigner au monde donc de la violence, alors là, des actes qu'il voit. La différence, c'est qu'il risque sa peau. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un hôtel à Bagdad en train de filmer le bombardement, quoi. C'est pas les envoyés spéciaux de BFM TV, quoi. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas de green zone. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de green zone. C'est ça. Embedded dans une armée, tu vois, qui est le principal problème maintenant. Les militaires qu'il rencontre, il les rencontre au pif, quoi. Ils sont pas obligés de lui parler. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas pour moi, ce trouble intime, il vient du fait que c'est quelqu'un qui est en train c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a double niveau, c'est-à-dire qu'il est d'abord dans une posture de survie, effectivement, et il est dans une posture de témoigner. C'est pour ça qu'il demande le nom des gens, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit le nom des cadavres. C'est parce qu'en fait, il a peur, on sent bien qu'il a peur que tout ce beau monde soit oublié, même si lui, il n'en voit pas 10 000, finalement, il en voit beaucoup moins que le nombre de morts qu'il y a eu vraiment à Mariupol. 25 000. Mais voilà, mais par contre, à travers eux, il sait justement, comme ça, voilà, c'est un professionnel, il sait à travers eux que ces gens-là sont les métaphores en fait de toute cette population d'anonymes que lui ne pourra pas, parce qu'il y a quand même des scènes, la scène de la fosse commune, ouais, ça ramène, ça renvoie quand même à des images aussi, puis ça renvoie à un passé guerrier, justement, qui est un passé guerrier dont on fait semblant en Europe d'oublier qu'il a existé et qu'il existe toujours. Alors qu'en fait, il existe toujours en Afrique, en Asie, dans plein de pays, au Soudan, dans plein de pays du monde, sauf que c'est pas documenté, justement. C'est ça la différence, c'est que là, c'est documenté, quoi. Et on sent bien qu'il y a il y a cette conscience que les Russes vont essayer de retourner le message, ils vont essayer de retourner ces images pour dire le contraire de ce qu'elles disent. Donc en fait, il y a aussi cette espèce de... je pense que c'est un mec qui est troublé aussi, parce qu'il fonctionne entre plusieurs niveaux de conscience différents. C'est-à-dire un côté très basique survie, un côté côté témoignage et un côté prévenir l'utilisation fallacieuse qu'on va faire de ces images, soit pour faire du voyeurisme, soit pour contrer, pour dire non, ça n'a jamais existé, et pour faire du négationnisme à partir de ses propres images. Donc je pense qu'il est vraiment à trois niveaux différents comme ça. Et moi, c'est marrant parce que en regardant le documentaire, ça m'a fait penser à deux trucs assez différents l'un de l'autre, mais ça m'a fait penser d'une part à un film bosniaque qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui s'appelle Le Cercle Parfait. Et là, dans le côté genre des films de guerre désespérés, avec des scènes d'où les personnages essayent de traverser des rues avec des snipers aux fenêtres, enfin des espèces de scènes. Moi, j'avais vu ça au cinéma, ça m'avait retourné. Et il y a des moments, en fait, dans le film où j'ai retrouvé cette ambiance-là, quoi. Et où je me suis dit, tiens, rétrospectivement, Le Cercle Parfait, c'est une fiction. Mais c'est une fiction visiblement qui est faite par quelqu'un qui a probablement assisté à des trucs en vrai, parce que j'ai vraiment pensé à ces deux films-là, alors que c'est pas le même régime de narration. Et puis moi, j'ai pensé à un autre truc sur cette posture du journaliste, c'est ce que disait Tom Savini, en fait, quand il était au Vietnam. Tom Savini, donc spécialiste, grand spécialiste des effets spéciaux, gore. Sur les films de Romero, notamment sur les films de Romero, et qui a été envoyé comme reporter, et qui disait que s'il n'était pas devenu fou, c'était parce qu'il y avait le filtre de son appareil photo qui l'empêchait de devenir fou. Et je trouve que là, on retrouve, c'est-à-dire que pour moi, on retrouve ça aussi. Il y a la distance que met l'appareil. Et du coup, ça lui permet de ne pas s'effondrer, en fait, psychologiquement, parce qu'à chaque fois qu'il voit un gamin qui meurt, il pense à ses enfants à lui. C'est évident. Enfin, je sais pas, moi, je me mets à sa place, c'est évident. Enfin, et il est obligé il peut pas penser comme ça, parce que s'il pense comme ça, il risque de mourir. Donc, et pareil pour les militaires, hein, il y a une espèce de commandant qui suivent une espèce de commandant. Le gars, il est raide. Le gars, il est raide comme la justice. Ça plaisante pas avec lui, hein, tu sens bien. Mais tu sens bien qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait. Si le mec commence à se laisser aller à de la sensibilité ou à des choses comme ça, c'est lui qui va y passer, en fait. C'est le pragmatisme qui prime dans ces cas-là. Il faut des gens qui soient capables de représenter. Et c'est là où ça heurte aussi quand tu as des convictions de gauche, c'est là que ça te heurte aussi. C'est que tu te dis, putain, mais dans ce genre de conflit-là, au bout d'un moment, il faut des figures d'autorité, mais des figures d'autorité qui ne soient pas dans l'abus d'autorité et qui ne se transforment pas en petits dictateurs ou en petits miliciens, quoi. Et c'est pas un équilibre qui est facile à tenir, parce que sur le moment, tu vois le chaos, la tentation est grande, hein, quand même, de profiter de tout ça d'une manière ou d'une autre, quand même, quoi. Et je trouve que ça pose plein de questions, justement, toutes les questions de morale, pas simplement du journalisme, mais les questions de morale d'une manière générale liées à la guerre, et à comment est-ce que la guerre révèle les gens, en fait. Comment est-ce que tu t'es pas forcément un salaud, mais tu vas te conduire comme un lâche. Il en parle. T'es pas forcément un brave type, mais tu vas te révéler être quelqu'un de courageux, parce que
et sans savoir ni pourquoi ni comment, il n'y a pas de justice quoi là-dedans. Il n'y a aucune justice immanente qui trancherait entre les bons et les salauds en fait quoi. Si, parce qu'il y a les salauds ils sont à l'extérieur, mais ces salauds-là, c'est aussi des soldats russes qui exécutent des ordres et qui sont mobilisés. Et qui probablement pour une bonne partie d'entre eux sont morts aujourd'hui. Oui. Parce que là, ils en sont à 300 000 morts, 400 000 morts du côté russe. Non, c'est pas vrai. Ils ont dit que non. Donc, voilà, ce qui est quand même là aussi une vaste boucherie, quoi. Je veux dire, et j'imagine que là aussi, il y a des gens qui sont pas forcément des salauds. Il n'y avait pas que des Prigogine non plus, je suppose, quoi. Tu vois, donc sans vouloir mettre tout le monde dos à dos, mais il y a évidemment des agresseurs et des agressés, mais quand même, il y a Mais moi, je te trouve que tout le travail sur le hors-champ, justement, c'est vachement intéressant parce que de ce truc, à la fois, on voit plein de choses très cash. On voit les blessures en fait sur les civils très cash, mais l'armée en elle-même on la voit très peu en fait. Enfin, l'armée russe on la voit très peu, les agresseurs on les voit très très peu dans le film. Et ce décalage, moi ça m'a pas mal marqué moi quand même dans le film. Donc voilà, c'est 20 jours à Mariupol de Mstislav Chervov qui donc passe demain mercredi 21 sur France Télévisions, sur la plateforme de France Télé. Mais bon, rappelons, comme disait notre ami Von Clausewitz, que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Voilà, c'est pas faux. Exactement. Nous allons continuer dans la mort et la violence. Décidément, une émission bien fun. On va parler de la griffe de fer. Make it soon, and don't be late, because I'm about to open the Iron Gate. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'est Lee Scratch Perry avec Tommy McCook and the Upsetters avec Iron Claw. Écoutez, réécoutez du Lee Scratch Perry, c'est formidable et c'est magnifique. Et donc de Iron Claw, de griffe de fer, il en est question à l'occasion de la sortie dans les salles françaises il y a 2 semaines je crois de The Iron Claw, aka Iron Claw en français, donc de Sean Durkin qui prend pour cadre la dynastie dans les années 60 de catcheur Van Erich, avec donc le père qui fait avant une vedette et qui, on va dire, sous sa coupe autoritaire, engagea plusieurs de ses enfants donc à pratiquer le même sport que lui pour devenir des champions. Et donc famille au destin tragique, parce que là on voit 4 fils donc dans le film, dont un qui est mort tout petit, mais en réalité Monsieur Van Erich a eu 6 enfants dont 5 sont morts avant lui, ce qui fait qu'il y a une genre de malédiction qui a traîné effectivement sur la famille Van Erich. Et donc le film met en héros, en personnage principal, donc le personnage de Zac Efron qui traîne ses nouveaux muscles et sa gueule boursouflée absolument hallucinante. Ah oui. C'est bien, c'est aussi un acteur qui arrive à se diversifier et à faire des choses pour le moins surprenantes. Ouais, donc, dans le film, tout le monde est pumpé. Tout le monde est pumpé à bloc. Car comme disait Monsieur Manhattan, donc Benoît Poulvord, il n'y a rien de plus beau qu'une belle paire de muscles. Alors là, si vous avez les hommes musclés qui en slip, voilà, et qui se jettent en faisant le coup de la corde à linge, avec de belles coupes de cheveux, bien 70s, bien mulets, bien peroxydés, bien dégueulasses. Et donc film, on va dire, qui a un peu la forme d'un téléfilm HBO de luxe, à la fois dans la narration puis dans l'image, dans la photo, mais qui, je trouve, recèle quelques surprises, ou en tout cas quelques bonnes idées narratives et d'écriture de personnages, notamment qui sont plutôt bien gérés et plutôt bien amenés, à la fois dans le rapport qu'ont les personnages qu'ont les 4 enfants avec leur père, on va dire dans l'illusion consciente qu'ils ont du métier qu'ils pratiquent et donc du catch, où ils savent finalement que ce n'est pas la violence ou la performance physique en elle-même qui est récompensée, mais tout le show qui va autour et la progression finalement. Toute la catharsis que ça produit chez le public, exactement. En fait. C'est ça qui est récompensé. Dans la catharsis et on va dire dans la performance, dans le show que mettent les catcheurs, qui vont leur permettre justement de monter dans le métier, et évidemment tout ce rapport à la malédiction qu'il y aurait donc dans cette famille, où la question de la toxicité et de la transmission justement est un genre de poison qui permet à cette malédiction de grandir et de prendre de plus en plus de place. Carrément fleuré, la bagarre, violence, catch. Ouais, c'était pas trop mon truc. C'est pas
Bon, je trouve que, en fait, le film a le même défaut majeur que Finest Kind, dont on avait parlé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, non, c'est mieux. le film de Brian Helgeland. Dans le sens où, alors, le film se tient plutôt bien. Je trouve que le film se tient plutôt bien parce que Zac Efron est un acteur extrêmement compétent. Je l'avais déjà remarqué moi dans le, alors pas dans Paperboy de Lee Daniels ni dans les High School Musical, mais dans le. T'es pas fan de High School Musical? Non, mais là, quand il a joué Ted Bundy là, pour un film Netflix qui a été réalisé par Joe Berlinger de mémoire, Extremely Shocking, machin truc and Vile, où il était très très bon. Le film quoi. Le film était d'ailleurs très curieux à ce niveau-là. Et toute la relation, comme tu le dis, toute la relation avec le père et ses enfants. Qui est interprété par un super acteur. Ah ouais, Holt McCallany. J'adore cet acteur. Une gueule de second rôle, dans 15 millions de films, il est toujours très bien. Et je trouve que le rapport, justement, tu parlais de toxicité, tu parlais d'emprise, l'emprise de ce père sur cette famille, littéralement sur cette famille, parce que la mère également est totalement... est un personnage totalement refoulé à ce niveau-là. Je trouve que le film fonctionne très bien par rapport à ça, et je trouve que derrière cette famille-là, il y a tout un discours sur c'était quoi le rêve américain dans les années 70. Et en fait, le rêve américain dans les années 70, il était pas assez évident à trouver, dans le sens où en fait tous ces personnages-là, la mère et les enfants, se retrouvent avec une négation de leur propre individualité. Ils n'ont plus de libre arbitre, ils ne peuvent plus décider quoi faire, sachant que la mère, par exemple, est peintre. Ils ne peuvent plus décider quoi faire. Tout est lié par rapport au fantasme du père. Il faut aller à ce niveau-là, il faut aller au top du hip-hop, dans le milieu du catch, et ça va être ça notre rêve américain. Alors que l'individualisme et justement la recherche du bonheur, c'est le propre a priori du rêve américain. Et là en fait non, le rêve américain, c'est le rêve américain du père et pas le rêve américain et de sa femme et de ses enfants. Et qui est en plus un rêve qui est lié à un échec. Et qui est lié, personnel, c'est-à-dire que lui n'a jamais été champion du monde. Donc il veut aller au-delà de ça. Il va utiliser ses enfants pour finalement réussir ça, parce que pour lui, il y a cette idée que c'est la réussite qui te définit en tant qu'Américain, et pas plus que l'individualité. C'est la réussite sociale par la réussite médiatique qui va te faire gagner. C'est pas la réussite de l'un de ses enfants, par exemple. Il faut ramener la coupe à la maison. Mais littéralement, c'est littéralement ça. Il va pas te dire tu vas être champion du monde ou tu vas être un bon musicien. Non, mais ça de toute façon ça c'est évacué. C'est non, il faut qu'on ramène ça à la maison, parce que moi, le père, j'en ai besoin, et parce que j'ai failli quand j'étais plus jeune. Et tout ce rapport à la perversion, à la manipulation, toxicité, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est très bien mené, parce que ça joue comme des brutes, parce que les décors sont très bien utilisés, que ce soit le décor du ring, qui sont des fois vides, un peu poussiéreux, et puis cette maison qui ressemble plus à un musée, plus qu'à une maison pleine de vie. De toute façon, il y a beaucoup de conflits qui se passent, que ce soit entre les frères, parce que le père aiguise la concurrence entre les frères. En plus, avec cette mère qui est quasi aux abonnés absentes, quoi. Elle est bonne littéralement qu'à faire à bouffer. D'ailleurs, il y a une scène en fait où il dit littéralement qu'est-ce qu'on mange. On mange pas, t'as qu'à faire à bouffer et à prier. Parce qu'elle est confite en religion aussi. Oui, et à prier. Mais voilà, tout ça, ça tient le choc. Tout ça, c'est dans les cordes, on va dire. Et puis il y a ce final, et c'est là où je vais en revenir avec Finest Kind de Brian Helgeland. C'est qu'en fait, je ne sais pas si Sean Durkin a conscience de ce qu'il filme. C'est comme Helgeland. En fait, il développe un programme pendant 2 heures, et pendant les 10 dernières minutes, il va foutre en l'air ce programme. Ou dans le sens où, à la fin, ça va être une célébration de la réussite, de la famille, et tout en évacuant en fait tout ce qu'il vient de dire sur le rêve américain, sur l'impossibilité du rêve américain, sur un état collectif et une famille en faillite, littéralement. Et en fait, il évacue ça, comme ça, pof, et puis il va nous balancer des photos de famille, des vraies photos de famille, en fait, du fils. Et super, il a eu, je sais pas combien de petits-enfants, des enfants, et je sais pas combien de petits-enfants. Et je trouve ça, mais complètement con. Et je ne sais pas, c'est un peu le syndrome Cédric Jiménez. Tu ne sais pas si le cinéaste c'est ce qu'il est en train de filmer. Alors, je trouve ça. Et en plus, alors juste pour terminer, la séquence là dans l'au-delà là, putain, et même Clint Eastwood, il avait pas réussi à faire ça dans l'au-delà, et là il nous le fait. C'est ridicule. Mais bon, voilà, du coup, le film est
ultra bancale, notamment sur sa moi, fin. Et la fin fait je pchit. serais pas aussi sévère, moi, personnellement. J'ai pas trouvé que la fin était si déconnectée que ça, parce qu'en fait, pour moi, la fin, c'est pas du. Enfin, la fin, pour moi, effectivement, c'est une rupture dans la mesure où ça change de sujet, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage brise en fait un cycle. En décidant de vendre son club et de rester avec sa famille, en fait, il choisit un autre modèle en fait d'existence, et surtout cette question de la transmission. Il décide que cette question de transmission s'arrête avec lui, en fait, que cette transmission toxique en fait du catch, ça s'arrête avec voilà, il est le dernier. Alors que ses propres gosses sont aussi catcheurs. Oui, alors bon, après voilà, ça c'est la licence poétique, mais voilà. Ouais. Moi j'ai plutôt vu ça là-dedans, et bon, les photos de famille à la fin, oui, effectivement, bon, c'est très très biopique, mais bon, moi ça m'a pas gêné. Ils vivent tous ensemble, ils sont heureux. Voilà, ils rentrent dans le Hall of Fame du catch. Quant à la scène dans l'au-delà, certes, elle est un peu cheap, mais moi je trouve aussi qu'elle montre bien l'imaginaire de ce type, quoi, qui est pas un grand intellectuel, mais qui est un mec un bon gars. Ouais, puis qui est un mec qui veut que tout le monde s'entende bien, en fait. C'est un mec c'est un mec qui vraiment est, je trouve, dans une posture d'apaisement, en fait. Un mec qui aime pas le conflit. Finalement, ouais, et de mec qui se retrouve contraint finalement à être dans un conflit avec ses frères à cause de son père, dans un conflit avec son père à cause de la mort de ses frères, et on sent que c'est quelqu'un qu'en fait qui passe son temps à aller contre ce qu'il est, en fait, et à dissimuler ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un garçon plutôt sensible, plutôt sympathique. Par exemple, il y a une scène que moi je trouve très bien dans le film, parce que je me suis dit c'est là où justement le film pourrait tomber dans les trucs un petit peu caricaturaux, c'est quand il est en pleine dépression, parce que c'est un grand dépressif, en fait, le personnage, il est en pleine dépression, et il est dans son lit, et sa femme est avec son gamin qui gueule, et elle lui dit tu veux pas tenir le gosse, il dit je peux pas, et en fait tout d'un coup il reprend conscience, et on se rend compte que cette réplique là s'adresse pas en fait à sa femme, c'est une réplique qui lance en l'air, et qui est une réplique sur je peux pas passer la mort de tous mes frères, voilà, c'est ça en fait qu'il est en train de nous dire, et il prend le gamin dans les bras. Et tout de suite, quoi, on voit que le mec c'est un bon père de famille, quoi. Enfin, tu vois, on le sent tout de suite, quoi. Il y a pas du tout ce côté, il refuse de venir dormir dans la maison parce qu'il a peur que la malédiction touche sa famille. Enfin, tu vois, il y a plein de, je trouve, de trucs dans ce personnage. C'est-à-dire, moi, j'aime bien ces personnages qui sont justement des personnages qui sont pas, c'est pas des grands intellectuels. Mais humainement, c'est des bonnes. Enfin, moi, il est montré comme une bonne personne, quoi. Ah oui. Et même quand il est en colère, même quand tu vois, même quand il fait des erreurs, même quand il se plante, toute la scène avec Rick Blair et tout ça, je trouve qu'il Zac Efron arrive vraiment à lui donner enfin, moi, je l'ai trouvé qu'il arrive vraiment à lui donner un côté touchant, quoi, en fait. Ah oui, mais complètement. Et un côté sympathique, c'est-à-dire c'est un mec qui veut bien faire, il veut faire plaisir à son père, il veut faire plaisir à ses frères. Et tout se retourne un peu contre lui, donc il y a quelque chose d'un peu effectivement tragique, en fait, chez ce personnage. Mais même le père, il est sympathique. Le père est pas non plus traité de manière comme un ultime salaud, en fait. Oui, ni voilà. La mère d'ailleurs, hein, ni la mère. Non, donc c'est là où c'est un petit peu vicieux, et parce que les enfants participent aussi à cette vie de famille. Hein, donc c'est un petit peu vicieux, et c'est peut-être, et c'est l'intérêt du film. Et du coup, je trouve que ça renforce le propos sur la famille américaine et tout ça. Mais il avait tellement à faire la plongée dans cette communauté texane. Il y a un plan séquence qui est magnifique à l'entrée de l'arène, là, au tout début. Mais c'est comme les turpitudes du catch, tu t'en entends pas trop parler, tu vois. T'as du stéroïde, t'as des machins, mais ça reste effleuré, quoi. Oui, mais elle est très belle. C'est pas son sujet exactement, mais quoi. la plongée dans la communauté reste quand même. Ah bah tous les scènes de catch sont super bien. Ça reste vraiment très belle. Et moi, ça m'a fait penser. J'ai pensé à un réellement film tourné, des vraies scènes de. Ah bah je sens qu'il chic pas. Non. J'ai pensé à un film de Steven Soderbergh. On en avait parlé ici. C'était Logan Lucky. Ah oui, exactement. Où en fait toute la partie casse était un peu pourrave, et puis toute la première partie de mémoire, c'était sur des voitures qui font pif paf pouf, non? Ouais, c'est sur du race car. Ouais, des trucs comme ça. Mais la plongée en fait dans une communauté néo-rurale valait clairement le coup, parce que les décors sont idoines, les costumes sont idoines. Alors là, c'est glam au possible, c'est super. À ce niveau-là, enfin non, le glam c'est un peu cheap, mais voilà. Voilà, c'est le mode Van Halen. Hein. Oui, c'est un mode Van Halen. Exactement, Van Halen. Mais tout le décorum en fait est hyper bien pensé. C'est juste que je trouve les personnages sont un petit peu ambivalents, voire même carrément positifs, parce que Zac Efron est clairement vu comme un personnage positif. Mais je trouve que le film est très mal équilibré, en fait, par rapport à ça, et je trouve que la fin en fait est un petit peu trop abrupte par rapport à ce qu'il a voulu démontrer avant, alors que
Je pense que Shunderkin c'est lui qui a écrit le film également. Je pense que c'est un scénariste et un réalisateur somme toute compétent. Il sait faire des belles images, il sait cadrer. Il se prend un peu le pied dans son. Mais il se prend un petit peu le pied dans la corde à linge. Dans la corde à linge, Dans la troisième corde. Dans la corde à linge. Voilà, c'est dommage. Toi qui n'aimes pas l'accent québécois, pourtant les matchs de catch commentés dans les années 90, c'était super, moi je trouve, avec nos chroniqueurs québécois. Moi j'adorais ça. J'ai pas dit que j'aimais pas l'accent québécois. Je suis pas un spécialiste en catch, mais j'ai des potes qui sont beaucoup plus spécialistes. Quand c'est des mecs qui commandent du catch, ça va, c'est rigolo. Ça. Mais non, mais le catch c'est étrange comme truc. C'est comme la boxe en fait. Moi qui suis pas. Non, la boxe c'est cool. Non, mais moi qui suis pas du tout sport, en fait, j'aime bien les films de catch et j'aime bien les films de boxe. T'aimes bien la violence, toi. Mais je crois que c'est parce que j'aime bien la violence. Voilà, au fond, c'est ça. Je pense que c'est ça. Toi, t'aimes voir des gens souffrir, qui se mettent des coups de chaise, des patates dans la tronche. Qui se mettent des tartes dans la tronche. Alors que pourtant, dès que il se fait pincer, Erwan il fait ah. Ah bah oui, moi je suis un gros douillet, moi. Donc c'est The Iron Claw de Shunderkin encore dans les salles françaises. Très très rapido, Erwan. Oui. Man de Keiichi Ishikawa. Eh ben, je vais essayer d'être aussi rapide que le titre. Donc, Man, histoire assez. Moi, j'ai trouvé ça pas mal comme film. C'est une espèce de mélo. Ça commence comme une histoire d'amour. Voilà, un homme et une femme qui se rencontrent, qui se marient, qui ont des enfants, puis l'homme meurt. Et là, il y a un deuxième film qui s'enclenche, c'est qu'on découvre que le nom qu'il a donné pendant toutes ces années de vie commune, c'est pas son vrai nom. Et qu'il a échangé son nom avec quelqu'un d'autre. Et donc il y a toute une enquête avec un personnage d'avocat qui va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Donc c'est un mi-chemin entre c'est un film sur l'identité, puisque l'avocat est d'origine coréenne, c'est un film sur le racisme aussi, sur le racisme anti-coréen. C'est un film sur l'identité, ça mélange plein de trucs, le phénomène des gens qui disparaissent au Japon, qui est un phénomène qui est assez documenté, de gens qui s'évanouissent dans la nature parce qu'ils n'en peuvent plus, de changement d'identité. Donc c'est à mi-chemin entre le mélo, c'est pas un thriller, mais il y a un côté enquête. Voilà, avec toute une thématique autour de l'identité. Enfin, c'est un parti pris assez curieux, mais que moi j'ai pas trouvé désagréable, et surtout qui est porté, je trouve, par un groupe d'acteurs qui est, moi j'ai trouvé tout à fait convaincant, et une mise en scène très simple, à base de recadrage avec des zooms très très lents et tout ça. C'est pas du tout un film lent, mais par contre c'est un film avec une mise en scène très douce, et j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'est une curiosité. Je connais pas ce réalisateur du tout, c'est le premier film que je vois de lui, mais ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur lui, en tout cas. Voilà. Merci docteur. Donc Man de Keiichi Ishikawa actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Fleuret. Alors, ma coup de cœur, ça va être Petite Maman d'une Céline Sciamma, qui se frotte au genre fantastique, et c'est toujours aussi pudique, c'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi juste dans le traitement des émotions, dans le traitement des identités, dans le traitement du temps, passé, présent, futur. Voilà, définitivement une grande cinéaste française. Merci. Alors vous, Erwan, c'est la gaudriole ? Ça sera de la gaudriole en BD avec un auteur que moi j'ai toujours beaucoup aimé, qui est Bouzard, originaire des Deux-Sèvres. Philippe Bouzard. Je sais plus son prénom, moi je l'ai toujours appelé Bouzard, et qui dans les années 2000 dessinait dans Psychopathe, et qui dessinait donc sa propre vie, qui s'appelait Autobiographie of Me Too. Donc il a 3 tomes qui avaient été publiés. Les 3 tomes ont été réunis en un seul tome dans un joli livre, et préfacé par Winchluss, et j'ai beaucoup ri. J'ai aimé relire des trucs que j'avais complètement oubliés et qui me font toujours autant rire 25 ans, près de 25 ans après. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Très bien, merci. Alors moi, dans un tout autre jour, ça sera un documentaire de 2014, remake, remix, rip-off about copy culture and Turkish pop cinéma de Sam Kaya, qui donc nous conte l'histoire du cinéma d'exploitation turc par ceux qui l'ont fait. C'est absolument formidable. C'est génial. C'est super intéressant. Donc c'est effectivement sur la fabrication, la question du non-respect des droits d'auteur, la question culturelle, la question politique, la question de la censure, et de comment est-ce que ce cinéma-là a été finalement arrêté par le pouvoir en place actuellement, et c'est absolument fascinant, c'est passionnant, une sacrée bande de margoulins qui raconte cette époque absolument incroyable du cinéma. Voilà, on va s'arrêter là. Donc la semaine prochaine, on se retrouve en musique, et on se retrouve dans 2 semaines en direct dans les studios pour parler de cinéma. D'ici là, portez-vous bien, prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.